Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce cours numéro 10 de maths 0600, hiver 2021. Et ouais, déjà le cours 10, ça avance, ça avance. Donc, les résultats d'examen 1 sont sortis. Une vidéo de retour sur l'examen 1 est prévue. Normalement, je vais l'enregistrer d'ici après avoir enregistré ce cours en fait. Peut-être que cette vidéo, enfin il y a de fortes chances que cette vidéo arrive avant la vidéo du cours, mais bon c'est pas grave, je le dis quand même pour ceux qui voient le cours avant cette autre vidéo. Donc voilà, globalement j'étais très content en tout cas des notes, des résultats obtenus à l'examen 1, et en ayant vu que pas mal d'étudiants avaient fait l'examen dans les temps, c'est-à-dire dans l'heure du cours, pendant 3 heures donc, voire un tout petit peu plus pour ceux qui ont peut-être un peu débordé, et ils ont quand même réussi à avoir de très bonnes notes, même sans avoir eu la compensation. Si j'avais pas forcément compté la compensation avec la question A et de l'exercice 1 et les 5 points de plus pour le temps passé, je trouve que vraiment vous en êtes très bien sortis. Donc voilà, je vous félicite encore une fois pour la grande majorité d'entre vous. Bon voilà, après il y a quelques élèves pour lesquels ça s'est pas très bien passé. Malheureusement, ça se passe pas toujours très bien pour tout le monde, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça, et bon, faut essayer de se relever, et je suis certain que pour ces élèves qui n'ont pas vraiment réussi, il y a moyen que ça se passe bien, et qu'à la fin ils aient leur succès à la fin de ce cours. Je n'en doute pas, tant qu'ils s'investissent un maximum, et qu'ils le montrent qu'ils s'investissent, ça va bien se passer. Bon, alors du coup, pour aujourd'hui, nous allons continuer de parler des transformations dans le plan. Pour commencer, je vais faire un petit rappel de ce qui a été dit un petit peu sur les transformations dans le plan. Je pense que je n'ai pas besoin de reparler des positions entre les plans et tout ça. Je vais reparler de ça, mais à travers une matrice. On va faire un exemple sur une matrice comme ça, juste pour bien comprendre la mécanique qu'il y a derrière et comprendre comment étudier donc les transformations linéaires. Donc si par exemple je propose, on va le faire à travers un exemple, je propose la transformation suivante dans le plan, qui a un vecteur xy associe, alors il faut que je fasse quand même quelque chose qui en termes de calcul n'est pas trop méchant, disons par exemple 2x, bon je triche un petit peu, 3y, et on va dire alors attendez, donc c'est ouais voilà je l'ai. Donc si je fais par exemple x et 2y là-haut. Voilà, ok. Donc je vais juste faire un petit exemple là comme ça vite fait juste pour se remettre dedans. Voilà. Donc une transformation linéaire c'est une fonction, d'accord, c'est une application qui va de l'ensemble des vecteurs du plan vers l'ensemble des vecteurs du plan et qui peut s'écrire sous la forme d'une matrice fois un vecteur. Donc ici c'est en effet le cas puisque je peux écrire 2, 1, 3 fois le vecteur x, y. Je rappelle que pour avoir la matrice associée à la transformation, il suffit de lire ce qu'il y a devant x, devant y, d'accord, et de les mettre dans le bon ordre. Hein. Si par exemple les x et y étaient inversés, il faut vraiment que ce soit x en premier, y en second. Hein. Sinon ça ne donne pas le même calcul. Donc voilà, ok, alors maintenant ce qu'il faut, c'est pour étudier cette transformation linéaire, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir les valeurs propres. Donc les valeurs propres, les vecteurs propres, ça ce sont les notions que nous avons vues lors du précédent cours. Donc, pour avoir les valeurs propres, nous avons vu qu'il s'agit de déterminer les zéros du polynôme caractéristique. Donc pour cela, je dois calculer le polynôme caractéristique. Soit, donc si je calcule le polynôme caractéristique, qui de x, donc c'est le déterminant de x moins, enfin x identité moins ce truc-là, donc ça va être x moins 2, moins 2, moins 1, x moins 3. Oups. Donc c'est le déterminant. Donc attention, bien faire attention aussi aux notations. Le déterminant, c'est des traits droits. Contrairement aux matrices où ce sont des parenthèses, vraiment. Bon. Donc déterminant de matrice de 2, c'est pas trop méchant. X moins 2 fois x moins 3 moins 1 fois moins 2.
Très bien, alors je continue de développer jusqu'au bout. J'ai donc x carré. Là, je vais aller un peu vite. Moins 5x. Et puis si je continue, je vais avoir plus 6. Moins 2, ça fera plus 4. Très bien, donc on a ce polynôme là du second degré et il faut déterminer les zéros de celui-ci. Donc si je veux résoudre x carré moins 5x plus 4, bah, nous avons vu égale 0. Nous avons vu dans l'appendice, d'accord, donc c'était juste un petit peu avant cette transformation dans le plan, qu'il fallait calculer le discriminant, delta, qui valait b carré moins 4ac. Donc ici, moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Donc ça va nous donner 25 moins 16, donc 9, qui est positif. Ok, alors maintenant, je donne les racines. Donc les racines que nous allons obtenir sont x1 qui va être égal à moins b. Donc là, j'applique juste l'appendice, ce qui a été vu dans l'appendice. Donc moins b, c'est-à-dire moins 5, donc 5. Moins racine de 9, donc 3. Racine carrée de 9, ça fait 3. Parce que 3 fois 3, 9. Divisé par 2 fois a, donc 2. Donc nous obtenons que x1 égale 1. Et puis x2, pareil, mais à la place du moins devant le 3, je mets un plus. Et nous obtenons 8 divisé par 2, donc 4. Ok, donc pour cette transformation linéaire, nous avons deux valeurs propres. Donc ces choses-là sont des valeurs propres. Nous avons vu. Nous avons vu que des valeurs propres, en fait les valeurs propres de la matrice, sont les zéros du polynôme caractéristique. Bon, mais qu'est-ce que ça voulait dire être valeur propre? Ça voulait dire qu'il existait un vecteur u, x, y, non nul, tel que, je vais faire pour le premier, donc tel que t de x, y, c'est égal à 1 fois x, y. Ok? Donc dire qu'on a une valeur propre, c'est dire qu'il existe un vecteur non nul, donc c'est exactement ce que je viens d'écrire, c'est dire qu'il existe un vecteur non nul, qu'on appellera vecteur propre, associé à la valeur propre, tel que t de ce vecteur est égal à une fois ce vecteur. Et je vous rappelle qu'un vecteur propre, c'est dire que l'image du vecteur non nul, c'est un vecteur collinaire. Donc voilà, là on a cette chose. Bon on continue, on lance une résolution de système, si vous voulez. Donc si je résous le système, que nous obtenons en ayant écrit ça, on va obtenir 2x plus 2y égale x, et x plus 3y égale y. D'accord? Et donc, si je rassemble un tout petit peu ce qui se passe, je vois en fait que les deux équations sont les mêmes, et ça peut se ramener à l'équation x égale moins 2y. Si je mets les y du même... donc si je mets le x de ce côté, le y de l'autre côté, et puis ici, si je mets le y ici, puis hop, voilà, nous avons dans les deux cas la même équation. Très bien. Ok, donc la résolution est celle-ci. Donc ça nous donne en fait une droite, et donc aussi un vecteur directeur. Donc ceci nous dit que une droite invariante, donc ceci nous donne une droite invariante pour la valeur propre 1, invariante pour valeur propre. Donc en général, on a dit que les valeurs propres, on les notait lambda. Donc pour lambda égale 1, c'est la droite qu'on vient d'écrire au-dessus d'équation x égale moins 2y, ou x plus 2y égale 0, d'accord? Et donc les vecteurs qui sont des vecteurs propres s'écrivent. Donc y peut valoir ce qu'il veut, donc je vais mettre 1, et puis x, ça vaut moins 2 fois y d'après l'équation, donc moins 2. Ok, donc tous les vecteurs qui sont collinaires à celui-ci, donc si j'écris alpha, donc les vecteurs alpha différent de 0 sont vecteurs propres de t. Voilà, donc de t pour la valeur propre 1. Maintenant, si je m'intéresse à la valeur propre
4, hein, puisqu'on a une deuxième de valeur propre, eh bien, on va faire pareil. Hein, donc, si je prends V, pareil, les coordonnées x, y, et je veux que t de V soit égal à 4 fois V. Bon, bah, ceci va me redonner un nouveau système d'équations qui va me donner donc 2x plus 2y égale 4x et x plus 3y égale 4y. Dans les deux cas, on va avoir la même équation. Alors, c'est un petit peu moins évident à voir, mais si je mets les y de ce côté-là, j'ai x égale y. Là, si je mets les x de ce côté-là, on va avoir 2y égale 2x, donc x égale y, encore une fois. Donc voilà, ceci me dit que x égale y. Et donc j'ai une deuxième droite invariante. Donc la deuxième droite invariante, c'est la droite x égale y. Donc pour la valeur propre 4. Hop. Je vais effacer là. Donc droite invariante pour lambda égale 4, eh bien ça va être la droite d'équation x égale y. Et pour cette droite, vecteur directeur, c'est 1, 1, 1. Donc les vecteurs bêta fois 1, 1, avec bêta non nul, sont vecteurs propres. Pour la valeur propre 4. Ok, donc voilà, là, voilà, on a déjà fait une très grosse partie de l'étude en fait de notre transformation linéaire. Reste à interpréter en fait les résultats que nous avons obtenus. Bon, eh bien les résultats que nous avons obtenus, on a obtenu deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires l'un par rapport à l'autre, donc qui vont engendrer le plan. Ces deux vecteurs permettent de décrire toute la transformation, puisque bon, bah, cette composante ne bouge pas suite à la transformation, puisqu'on multiplie par 1. Et l'autre composante, on la multiplie par 4, donc l'autre composante subit un agrandissement de coefficient 4. Okay, bon, voilà. Donc voilà comment on peut interpréter ensuite les résultats dans un cas général. Après, nous avons parlé aussi de différents autres cas. Donc là, on a fait un cas un petit peu général où j'ai delta qui est positif, strict. Nous avons aussi le cas où delta égale 0, et on a vu qu'il peut y avoir deux cas différents. Soit on a affaire à en fait ce qu'on appellera une homothétie, ça va venir, c'est pour aujourd'hui qu'on va parler de ça. Soit nous avons affaire à une homothétie, soit nous allons avoir affaire à quelque chose d'un petit peu différent. Et le dernier cas, c'est le cas où delta était négatif, ouais. Et dans ce cas-là, nous avons vu qu'il n'y avait pas de droite invariante, et dans ce cas-là, il faudrait peut-être faire d'autres choses pour étudier cette transformation. Donc quoi qu'il en soit, voilà la méthode générale pour étudier la transformation, et à la fin avoir une interprétation en disant, bah voilà ce qui se passe pour telle droite, voilà ce qui se passe pour telle autre droite, et tous les vecteurs s'écrivent en fonction de ces deux droites, en fait, de ces deux directions. Donc c'est ça, on va dire, la méthode générale pour décrire une application, une transformation linéaire comme là. Ok, alors aujourd'hui nous allons étudier des transformations linéaires assez particulières, ok, ensuite nous verrons comment on peut faire des transformations donc centrées ailleurs qu'en 0, puisque comme on fait des transformations linéaires, elles sont toutes centrées en 0, d'accord. Donc c'est-à-dire que si je fais l'image de 0, c'est 0, peu importe la transformation linéaire que je prends, donc c'est en cela que c'est centré en 0. On pourra voir d'autres transformations, on pourra voir comment transformer en fait notre application linéaire, notre transformation linéaire qui était centrée en 0 en quelque chose qui n'est pas centré en 0. Ça va être à l'aide d'une autre petite application qui est juste la translation, qu'on connaît bien avec les vecteurs, mais qui va pouvoir s'interpréter assez facilement ici. Voilà, donc j'espère que cet exemple permet bien de resituer un peu les choses. Et donc on est parti pour travailler des transformations linéaires remarquables. On va appeler cette deuxième partie comme cela. Hop. Donc 2.
transformation linéaire remarquable. Donc ça va être des transformations linéaires de référence pour lesquelles on peut bien expliquer ce qui se passe. Et en fait, grâce à ces explications qu'on pourra donner dans ces cas-là, eh bien, on va pouvoir expliquer ce qui se passe pour une transformation linéaire générale. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de travailler ces transformations linéaires particulières. Et donc la première, la plus simple, et là je ne vais pas avoir vraiment besoin d'utiliser encore les outils informatiques pour en parler, c'est l'homothétie. Donc la première transformation que nous allons voir, c'est homothétie. Donc l'homothétie, qui s'écrit comme ça, donc centré en 0. Ouais, je ne vais pas le repréciser, mais une transformation linéaire, peut-être que je vais les faire avant. Juste rappelons qu'une transformation linéaire vérifie t du vecteur nul égale le vecteur nul. Donc c'est en cela que je dirais centré en 0. C'est en cela que nous dirons que t est centré en 0. Donc en l'origine. Ok, donc c'est en cela qu'on dira ça, d'accord? C'est par ce fait que la transformation linéaire en 0 vaut 0. Voilà. Donc, moi je dis rappelons, même si moi je pense que ça semblait un peu évident que si je mettais le vecteur nul, ça faisait 0, et c'est pour ça qu'on évitait le vecteur nul pour les vecteurs propres. Hein. Donc bon, c'est pas grave si ça ne l'était pas, maintenant j'espère que ça l'est. Donc première transformation, les homothéties centrées en 0. Donc là je ne précise plus, centré en 0, je le dis, mais je ne le précise pas, en tout cas dans ce que j'écris. Donc c'est quoi une homothétie? Donc une homothétie, donc une homothétie de rapport K appartenant au réel. Je vais mettre entre parenthèses tout de même ici centré en 0, donc en l'origine, et une transformation linéaire telle que, en fait, il existe, je vais l'écrire directement comme ça, telle qu'il existe non, je dis des bêtises, doucement. Donc tel que, tout simplement, pour tout vecteur U, donc je rappelle qu'on note V, un beau V, l'ensemble des vecteurs du plan R2, donc tel que pour tout vecteur U de V, T de U, c'est égal à lambda U. Ok, donc c'est ça, lambda, K fois U, pardon. Ça, c'est l'habitude de mettre des valeurs propres. Donc égal K fois U. Ok. Donc c'est juste multiplier un vecteur par un coefficient, d'accord? Donc c'était l'exemple que nous avions vu la dernière fois. Donc l'exemple que nous avons vu la dernière fois, c'était la matrice -2, 0, 0, -2. D'accord? Donc si je prends cette matrice-là, eh bien la transformation associée, donc T de U égale MU, est une homothétie. De rapport, donc ici K égale -2. D'accord, donc voilà ce que c'est une homothétie. Donc bon, je vais peut-être quand même le faire sur GeoGebra juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, je sais pas si ça va marcher que je dise GeoGebra là comme ça. Il va peut-être pas être content. Ok. Hop. Ok, donc hop.
Ah oui, mince. J'ai oublié de prendre le bon écran pour qu'on me voit quand même. Hop. Voilà. Alors, attends, je me situe. Donc c'est derrière ça, ok. Hop. Donc. Bon, je suis sûr que je vais encore me planter sur gauche-droite, mais je reprends donc mon image préférée, ma petite voiture, et je vais lui appliquer une homothétie. Alors en fait, une homothétie, donc comme on vient de l'expliquer, c'est juste multiplier les vecteurs par un certain nombre, tous les vecteurs par un certain nombre. Et donc, en fait, multiplier les vecteurs par un certain nombre, ça revient en fait à multiplier les vecteurs par par une matrice qui est juste de la même forme que celle qu'on a vue là, hein, moins 2, 0, 0, moins 2 là, une diagonale où on va avoir la même valeur sur la diagonale, donc là ici c'était moins 2. Donc je vais faire l'exemple avec moins 2 justement, donc je vais prendre donc soit M, la matrice, moins 2, 0, pour la première ligne, et la deuxième ligne 0, moins 2. Et puis là, je vais faire pareil, appliquer matrice M sur objet voiture, voiture, image. Ah, flûte. On va y arriver. Donc, image. Non, ça n'a pas marché. C'est quoi ça? Appliquer image. D'accord, je sais pas ce qu'il m'a fait. On va recommencer. Donc appliquer matrice à image 1. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Ma voiture a été complètement renversée, d'accord. Et elle a tout de même sa taille a augmenté de 2. Hein. Vous avez remarqué que là la taille a donc été augmentée, elle a été augmentée et en fait en effet on peut remarquer que c'était augmenté de x2 parce que si je vous enlève cette nouvelle image, hein, si vous pouvez faire demi-tour, vous verrez que la taille de mon image a bien été augmentée de 2 puisque nous avions au départ par exemple aux abscisses, hein, on voit qu'il y a 6 carreaux et on a dû passer à 12 carreaux. Alors j'aimerais faire un petit truc un petit peu paramétré pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc si je prends T un paramètre, donc je sais pas moi, je vais peut-être mettre un curseur, tout simplement. Donc on peut ajouter un petit curseur, comme là je suis en train de le faire, que je vais appeler T. Donc T égale 1, qui va aller de moins 5 à 5 par exemple, et l'incrément on va mettre 0, 1. Voilà, c'est bien. Et puis si à la place de ma matrice je ne mets pas moins 2, 0, 0, moins 2, mais que je mets plutôt T, hop, voilà. Et puis si je fais ensuite appliquer matrice M sur toujours image 1, voilà, donc pour l'instant on ne voit rien, mais normalement si je bouge, donc là ce que je peux faire c'est animer en fait ce qui se passe, je peux animer ce que j'ai sur GeoGebra pour que vous voyez au fur et à mesure des valeurs de T ce qui se passe pour l'image. Donc là c'est ce que je vais faire, j'anime. Hop. Et donc vous voyez que là l'image grossit, 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 quand on s'approche de 5, puis quand on se rapproche de 0, elle rétrécit, et quand on passe dans les négatifs, la voiture s'en retrouve complètement renversée. Et puis plus la valeur du T augmente entre guillemets dans les négatifs, et bien plus l'image de la voiture est grosse. Okay, donc voilà ce qui se passe. Alors je pourrais ralentir peut-être un tout petit peu, mais voilà, je le laisse comme ça animé, comme ça vous voyez vraiment ce qui se passe. Et donc voilà ce qui se passe pour une homothétie en fait de manière générale. Donc voilà, hop, une chose bien intéressante. Tac. Très bien. Donc j'ai arrêté l'animation ici à t égale 3,23. Très bien. Ok. Hop. Bon. Voilà, donc voilà une homothétie. Et donc une homothétie, en fait, de manière générale, s'écrit vraiment comme une matrice K fois identité. Donc c'est une propriété, hein, vraiment, pas très difficile. Toute homothétie, toujours centrée en 0, quand je dis ici homothétie, hein,
toute homothétie est associée à une matrice M du type M égale lambda fois identité, I2 du moins, avec un lambda. Décidément, K fois identité avec K appartenant au réel. Ok, donc ça signifie aussi que tout vecteur est vecteur propre, hein. Remarquez aussi, peut-être une petite remarque hein, que je peux ajouter, c'est que tout vecteur du plan est vecteur propre pour une homothétie. D'accord, un vecteur propre pour une homothétie. Et puis, donc ça serait peut-être une première remarque. Et une deuxième remarque, c'est qu'une homothétie est inversible si et seulement si K est non nul. D'accord? Donc, une homothétie est inversible si et seulement si K est non nul. D'accord? Parce que si K est nul, bah, ça voudrait dire que la matrice est nulle et donc la transformation c'est 0. Et là je pense qu'à partir de 0, on ne peut rien réextraire comme information, on ne peut pas inverser la matrice, d'accord? Donc dire qu'une homothétie est inversible, dire qu'une transformation linéaire est inversible, c'est dire en fait que la matrice est inversible. Hein, d'accord? Donc peut-être que je devrais le dire ça, mais voilà, donc une matrice est dit, une transformation, je l'écrirai hein, au besoin, une transformation linéaire, je vais l'écrire je pense, une transformation linéaire est inversible. Encore une fois, c'est un abus de langage, si on veut. Une transformation linéaire est inversible si et seulement si M est inversible. Et donc on pourrait se demander la tête de l'inverse de l'homothétie. Bah, en fait, l'inverse de l'homothétie, c'est juste 1 sur K. Donc si T de V égale K fois V, alors T-1 de V c'est égal à 1 sur K fois V. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les homothéties, pas forcément grand chose, mais je pense que c'était enfin, c'est l'une des transformations remarquables qu'il faut avoir vues, en tout cas dans ce cours, je pense, pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, très bien. Alors ça va me permettre maintenant de passer à une deuxième transformation. Et la deuxième transformation que nous allons voir, c'est les projections. Deuxième type de transformation que nous allons voir, c'est les projections. Donc, les projections. B. Alors, c'est quoi une projection? On va se donner un exemple et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, un exemple, peut-être que je trouverai plus facilement sur ce que j'ai là. On va faire un exemple très simple, très bateau. Donc si je prends l'exemple, donc T qui a un vecteur xy, donc T de xy égale xx. Prenons cette transformation. Alors ce qu'elle a comme particularité, cette transformation en fait, c'est que si j'applique à nouveau T à un vecteur, vous voyez par vous-même, si je fais T de xy, ben je fais donc T de xx, puisque T de xy c'est xx, et T de xx ça fait encore xx. Ok? Donc c'est-à-dire que ça revient exactement à faire juste T de xy. Pas besoin de le faire deux fois, une fois suffit. Bon bah c'est ça une projection en termes mathématiques, la transformation qui correspond à une projection, c'est une transformation telle que si je l'applique deux fois, bah, ça revient à la même chose que si je l'avais appliqué qu'une seule fois. Donc voilà la définition.
Donc, une projection est une transformation. Donc, toujours projection, normalement centrée en 0, il faut que je fasse attention à ça, mais bon, encore une fois, ici pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. Donc, une transformation linéaire T telle que pour tout, oh, je peux pas m'empêcher de mettre des symboles, pour tout vecteur U de l'ensemble des vecteurs du plan, T de U, bah, c'est égal à T de U. Ok, alors du coup, dire ça, ça implique aussi que la matrice associée à notre transformation vérifie une égalité particulière. Hop. Et ça veut dire justement que la matrice au carré est égale à la matrice elle-même. Donc, en particulier, en notant M, la matrice associée à T, T est une projection si et seulement si M au carré, c'est égal à M. D'accord? Donc on va le voir par nous-mêmes, là, juste sur cet exemple, si je reprends l'exemple, eh bien, la transformation qui a xy associe xx, bah, la matrice associée, c'est 1, 0, 1, 0. Il suffit de regarder ce qu'il y a devant x et devant y. Ok? Et puis, bah, si je fais m carré, si je calcule m carré, bah, vous allez vous rendre compte, il suffit de faire le calcul. Hein, donc on va avoir, si vous voulez, je l'écris, comme ça au moins on est d'accord, 1, 0, 1, 0, hop, 1, 0, 1, 0. Eh bien, je vais avoir 1 fois 1, donc 1, plus 0, donc 1, 0, 0, 0, 0, et puis 1, voilà. D'accord? Donc m au carré égale m. Donc ceci est une projection. Alors remarquez aussi une chose, c'est que si la transformation est inversible, il n'y a qu'un seul choix possible, c'est que la matrice était l'identité. C'est une remarque. Une projection est inversible si et seulement si la projection est l'identité. D'accord? Puisque comme on doit vérifier cette égalité, donc m carré égale m, si m est inversible, ça veut dire que je peux multiplier par m moins 1 de chaque côté, d'accord? Et donc, bah, ça équivaut à dire, donc, si m inversible, ça équivaut à dire que m est égal à i2 en multipliant par moins 1, en multipliant, oups, par m moins 1. Ok, donc en général, une projection donc n'est pas inversible. Un autre truc aussi, on peut remarquer que la matrice nulle, donc la transformation nulle, est aussi une projection. Okay, donc on a l'identité qui est une projection, mais on a aussi la transformation nulle est aussi une projection. Et donc bon, bah ça c'est deux transformations, on ne va pas forcément les voir plus que ça, puisque ce sont des cas vraiment particuliers, où on a un cas où le plan ne change pas du tout, et un cas où là le plan est complètement renvoyé à 0, donc c'est pas la peine de regarder plus que ça, la transformation c'est juste la transformation nulle, il n'y a rien de particulier à ça. Bon, alors je vais revenir sur GeoGebra, quelques instants.
pour vous mettre en avant que notre transformation, la transformation que nous sommes en train d'étudier est un peu difficile à appréhender. Donc si par exemple je change un petit peu ma matrice maintenant et que je mets exactement la matrice dont nous sommes en train de parler, hop. Alors vous voyez que là l'image de cette image de voiture là a complètement disparu. En fait c'est tout à fait normal puisque la transformation, comme je l'ai expliqué, pour qu'elle soit inversible, il faudrait que ce soit l'identité. Donc quand on a affaire à une transformation qui n'est pas inversible, en fait on ne peut pas vraiment définir l'image d'une image en elle-même. On ne peut pas définir ce que va faire la transformation sur un carré complètement dessiné. Pourquoi ? Parce qu'on perd de l'information. Et donc la perte de l'information fait qu'on va avoir du mal à revenir en arrière. Et c'est ce qu'a comme difficulté l'ordinateur, c'est qu'il ne pourra pas revenir en arrière en partant de l'image qu'il a et en appliquant la matrice. Donc pour essayer de voir un petit peu plus précisément ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'image de différents points, juste comme ça dans l'espace, et puis on va se rendre compte de quelque chose. Donc je vais enlever ma petite image, juste quelques instants. Hop. Donc pour l'enlever, je vais juste la déplacer. Voilà, je la mets en bas là-bas, comme ça pour l'instant on ne la voit pas, on va dire. Et puis je vais placer quelques points. Alors je vais placer des points comme ça un petit peu au hasard dans le plan. Donc on va en mettre un là, un là, un là, et un là. Voilà, j'ai mis quelques petits points, voilà. Et maintenant je vais appliquer matrice à ces points. Donc je vais appliquer la matrice M à au point C. Et voilà, j'ai un premier point. Très bien. Maintenant, si j'applique la matrice, donc appliquer, je continue, je le fais maintenant sur le point D. Voilà. Maintenant, je le fais sur le point E. Et normalement, vous devez voir quelque chose qui commence à se faire. Donc, je vais rien dire. Je vous laisse regarder. Hop, ce qui se passe. Et puis, donc si je refais la même chose, appliquer matrice M A F. Voilà. Alors je sais pas, donc si je mets un petit peu de couleur là à ce que je viens de faire. Alors attendez, hop, je vais mettre un petit peu de couleur. Donc au nouveau point, je vais mettre une couleur rouge. Juste pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Ok, alors ces points sont les images des points bleus. D'accord ? Et ces points rouges, en fait, on se rend compte qu'ils sont alignés. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, ces points rouges sont alignés. Si vous ne le voyez pas, je vais dessiner la droite et vous allez mieux le voir. Parce que si je trace la droite, tous les points, hop, appartiennent à cette droite. Ok, donc vraiment, voilà, on a quand même une transformation qui semble bien compréhensible, puisqu'au final, la transformation que l'on effectue sur n'importe quel vecteur va renvoyer sur un vecteur qui va avoir une certaine direction précise, puisqu'on est toujours amené à une même droite. Ok, alors, on pourrait aussi remarquer que, en fait, si je regarde les vecteurs formés par le point et son image, à chaque fois, ce sont des vecteurs qui vont être collinéaires si je regarde D, D', C, C', E, E' et F, F'. Là, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le dessiner, mais remarquez qu'ils sont tous avec une certaine direction, d'accord ? Donc cette direction étant, dans les X, on n'avance pas, et dans les Y, je descends de 1, voire plus, quand c'est des trucs collinéaires. Bon, et en fait, c'est exactement ce qui se passe de manière générale pour les projections. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des projections. En fait, ce que nous faisons, c'est qu'on fait une projection, donc plus précisément, si on veut expliquer ce qui se passe pour la projection, on est en train de faire une projection d'un point parallèlement à une droite sur une autre droite. D'accord ? Donc là, par exemple, on est en train de faire une projection sur la droite x égale y égale moins x, et parallèlement à x égale 0. Donc si je fais juste une droite, hop. Voilà, donc là à chaque fois c'est x égale 0, l'équation de la droite à laquelle on est parallèle. Donc, je vais les tracer quand même juste pour que vous les voyez bien.
Et voilà comment on va pouvoir interpréter notre projection, en fait, notre transformation. Notre transformation, ça va être exactement ce qu'on connaît déjà quand on fait des projections à la perpendiculaire. Quand on fait des perpendiculaires et que quand on fait des hauteurs, par exemple, dans un triangle, des choses comme ça, ben c'est exactement ça, sauf que cette fois-ci, les directions peuvent être différentes. On n'a pas l'obligation d'avoir un angle droit. Là, on a juste deux directions qui ne sont pas les mêmes, donc autrement dit, qu'on n'a pas affaire à des vecteurs directeurs collinéaires, et eh bien, on va avoir une intersection entre un point et... Bon voilà, donc j'espère qu'on voit très bien ce qui se passe sur cette image, je pense que oui. Donc on va maintenant l'interpréter en termes de calcul, ce que ça veut dire, et puis voilà. Donc, très bien, lançons-nous dans les calculs. J'espère que j'étais à peu près centré, je pense que oui. Hop. Très bien. Alors on va continuer, donc, oui, j'aurais peut-être pas dû effacer là, c'est pas grave, je vais passer là. Donc on va continuer à étudier notre transformation juste pour voir ce qui se passe, et puis bah, je vais en ressortir des propriétés qui sont vraies en général. Ok. Donc, alors si je regarde ma matrice et que je regarde le polynôme caractéristique, donc le polynôme caractéristique c'est x moins 1, 0, moins 1, x. Je vais calculer ce déterminant-là. Ce déterminant-là, il n'est pas difficile puisqu'on a affaire à une matrice triangulaire, donc il s'agit juste de faire le produit de ce que nous avons dans la diagonale, c'est-à-dire x fois x moins 1. Et en fait, pour les projections de manière générale, peu importe la projection qu'on prend, tant que c'est différent de l'identité ou de la transformation nulle, on va toujours avoir un polynôme caractéristique de cette forme. Donc ça, je vais l'écrire tout de suite. Alors, propriété. Pour toute projection T différent de l'identité et de 0, le polynôme caractéristique de la matrice ou de T, puisque comme on l'a compris, on peut par juste abus de langage dire polynôme caractéristique de la transformation comme polynôme caractéristique de la matrice, d'accord ? Soyez pas perturbés, c'est juste la même chose, d'accord ? Donc le polynôme caractéristique de T est de la forme, est toujours de la forme, enfin est de la forme, puisque je l'ai dit déjà pour toute projection, qui de x égale x fois x moins 1. Ça sera toujours vrai. Ok ? Tant que la projection n'est pas l'identité ou 0. Bon. Alors du coup, il y a une conséquence, c'est que les valeurs propres, on va les avoir très facilement. Alors, si on ne le voit pas et qu'on n'est pas habitué à résoudre des équations du second degré, ou à résoudre des équations comme ça avec un produit égal à 0, bah, on peut juste le développer et calculer le delta. D'accord ? Donc si on développe, on a x carré moins x plus constant, enfin plus 0. Ok ? Et puis si on calcule delta, on va voir que delta va être égal certainement à peut-être à 1 ou à 2, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je dis comme outil ? Non, delta égale 1, voilà. On va avoir delta égale 1, et puis bah, du coup les valeurs, les racines qu'on va trouver, ça va être donc les racines de qui sont x1 égale 0 et x2 égale 1. Toujours. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que en fait, notre transformation linéaire aura toujours comme valeur propre 0 et 1. D'accord ? Bon. Je continue mon étude de transformation juste ici. Donc si je continue mon étude, je dois regarder les vecteurs propres, les droites invariantes. Okay ? Donc si je veux voir les vecteurs propres, ce que je dois regarder, c'est les vecteurs U de coordonnées x, y, tels que, donc les vecteurs U non nuls bien sûr, tels que 1, 0, 1, 0 fois x, y
égale 1 fois xy. Sauf que cette matrice fois celui-ci, on l'a déjà calculé, ça fait xx. Donc autrement dit, ça veut dire que x égale x et que x égale y. On voit qu'il y a une des deux équations qui n'est pas utile du tout, puisque x égale x, c'est toujours vrai. D'accord? Donc l'équation qui nous intéresse, c'est x égale y. Ah, j'ai dit une bêtise, c'est la droite x égale y, en fait, comme équation de droite que j'avais. J'ai dit une bêtise, excusez-moi, je vais juste le revérifier avec vous. Mais j'ai dit une bêtise. Oui, l'équation de la droite, c'est écrit... j'ai dit y égale moins x, c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc la droite que je vais maintenant peut-être colorier, juste pour qu'on soit d'accord avec ça. Donc la droite que je viens de colorier en rouge, c'est la droite d'équation moins x plus y égale 0. J'ai été perturbé par le moins x que j'ai vu. Donc en fait, non, l'équation de la droite, c'est x égale y. Et cette équation de droite, on vient de la retrouver là par le calcul. Ok, donc je vais... Donc cette équation-là, on vient de la retrouver par le calcul. Donc c'est vraiment pas de... J'avais un peu peur, mais finalement c'est bon. Ok. Bon, alors... Donc x égale y, très bien. Et donc du coup, on a notre droite invariante. Hein, donc droite invariante pour lambda égale 1. Eh bien, c'est en fait la droite x égale y. Donc la droite qu'on a vue tout à l'heure, là, où on voyait que tous les points étaient alignés dessus. Hein. Donc voilà. Et puis, on a une autre droite invariante. Donc si on veut regarder 0, donc notamment si je prends v, un vecteur xy, pareil, donc tel que 1, 0, 1, 0 fois xy égale 0 fois xy. Mais 0 fois xy, ça veut dire que c'est égal à 0, 0. Hein. On voit que x doit être égal à 0, hein, puisque le système d'équations se ramène à x égale 0, la première ligne, et la deuxième ligne aussi. Donc on a x égale 0. Donc la deuxième droite invariante pour lambda égale 0, c'est la droite x égale 0. Et vous voyez qu'on vient de retrouver les deux droites qui sont en jeu dans notre projection et qu'on avait pu le voir, qu'on avait pu constater avec GeoGebra. Et en fait, on va pouvoir donc interpréter ce qu'on appelle ici la projection. Donc en fait, notre proposition, c'est que si je prends une projection qui est différente de l'identité de 0, j'ai donc les deux valeurs propres. Et donc j'ai donc deux droites invariantes. Donc celle qui correspondra à 1 et celle qui correspondra à 0. Et en fait, la projection, ça va être la projection sur la droite pour la valeur propre 1, parallèlement à la droite de valeur propre 0. Donc voilà comment on va pouvoir interpréter une projection de manière générale. Donc proposition suivante, pour toute projection t différente de l'identité et de 0, t admet exactement deux valeurs propres. qui sont 1 et 0. Notons D1, la droite invariante pour la valeur propre 1. Pour la valeur propre 1. Et D0, celle pour la valeur propre 0. Donc, si je prends ces deux droites, alors T s'interprète comme la projection d'un point ou d'un vecteur, donc la projection d'un point ou d'un vecteur
sur D1 parallèlement à D0. Ok, donc voilà ce qu'est une projection, et donc maintenant, voilà comment on peut comprendre ce qu'est une projection exactement. Alors on peut faire, alors ce qui est bien, c'est que là on a fait dans un sens, c'est-à-dire que je vous ai donné une matrice, on a pu constater que c'était une projection, etc. On peut aller dans l'autre sens, on peut très bien se dire, bah, je vais prendre une droite sur laquelle je vais projeter mes points, une droite parallèlement à quoi je veux projeter, et puis à partir de ces droites, bah, déduire une transformation linéaire qui fait ce job. Donc je vais le faire, je vais justement le faire. Je veux définir par exemple une projection, alors je vais prendre, je sais pas, je vais prendre deux droites là. Donc exemple. Alors je vais écrire quand même, remarque, on peut, remarque, via cette dernière proposition, si nous, comment dire, nous pouvons construire une projection à la suite d'une description géométrique. Bon, c'est une phrase un peu vague, mais je vais le faire tout de suite sur un exemple. Donc imaginons, je veux, donc exemple, je veux faire une projection d'un point ou d'un vecteur sur une droite D d'équation. Donc attention, il faut que ce soit des équations centrées en 0, autrement dit 0, 0. Pour l'instant. Après, on verra comment on fait des projections en dehors de 0, 0. Ça sera l'objet de la troisième partie. Mais pour l'instant, donc D d'équation, par exemple, je sais pas, 2x plus y égale 0, parallèlement à la droite delta d'équation, je sais pas moi, x moins 3y égale 0 par exemple. Voilà. Alors quand on a ça, bah, ça signifie quoi? Ça signifie que je veux définir une transformation. Donc il y a xy soit égal à ax plus by, cx plus dy. Je veux définir une transformation telle que quoi? Bah, telle que si je prends un vecteur directeur de celui-ci, le vecteur directeur de celui-ci doit être... le vecteur directeur de celui-ci doit être envoyé sur lui-même, et le vecteur directeur de delta doit être envoyé sur 0. Donc si je prends, je vais appeler UD le vecteur directeur de D, donc UD, bah, un vecteur directeur de UD, ça va être, bah, je remplace, hein, si je prends si je prends x égale 1, y doit être égal à moins 2, donc j'ai 1, moins 2 comme vecteur directeur. Ok. Donc ce que je veux, c'est que T de UD soit égal à UD. Et puis, si je prends le vecteur directeur de delta, donc U delta, alors lui pareil, j'ai que x égale 3y, donc si y égale 1, x doit être égal à 3, donc 1, 3. Et je veux que T de U delta soit égal à 0, donc au vecteur nul. Ok. Bon, alors maintenant on va déterminer les valeurs de A, B, C telles que ceci est vérifié. Et ceci va nous définir la transformation à faire. Et du coup, bah, pour n'importe quel point, on pourra faire la transformation voulue. Donc ce qu'on veut, c'est que T de 1 moins 2, donc si je calcule, ça fait A plus moins 2B. Et ensuite, j'ai C moins 2D. Ça, je veux que ce soit égal à 1 moins 2. Et puis, je vais avoir de l'autre côté 3A qui doit être égal à A
3A plus B et 3C plus D qui doit être égal à 0, 0. Et donc comme on peut le remarquer, j'ai deux systèmes d'équations à résoudre en fait, deux petits systèmes d'équations à résoudre. J'ai le système A moins 2B, 3A plus B, donc ça égale 1 et ça égale 0. Ok, donc ce qu'on peut faire c'est enlever les B, donc là je vais résoudre déjà cette première équation, en enlevant les B, donc ligne 1, ligne 2, je peux faire ligne 2, 2 fois ligne 2 plus ligne 1. Donc si je fais ça, j'ai les B qui s'en vont, hein, 2B moins 2B, hein, ça s'en va. Et là je vais avoir 6A plus A, donc 7A. 7A doit être égal à 1. Et donc A égale 1 septième. Si A égale 1 septième, bah pour que ça fasse 1, il faudrait que ce truc-là fasse 6 septièmes. Enfin, moins 6. Enfin, il faut que moins 2B soit égal à moins 6 septièmes. Enfin, 6 septièmes, je vais y arriver. Donc 3 septièmes. Donc ça veut dire que B doit être égal à moins 3 septièmes. Et si j'ai pas fait d'erreur, 3 septièmes moins 3 septièmes, ça fait bien 0, la deuxième ligne est vérifiée. Donc là j'ai la première ligne, très bien, et puis maintenant je vais regarder ma deuxième ligne, donc la deuxième ligne c'est pareil, j'ai quasiment la même équation, sauf que j'ai à la place un moins 2, donc j'ai C moins 2D égale moins 2, et j'ai 3C plus D qui est égal à 0. Donc de la même manière, en faisant la même opération, je vais avoir 7C qui doit être égal à moins 2, et donc C doit être égal à moins 2 septièmes. Ok, et si je veux que le tout fasse, enfin que ça fasse 0, on va faire plutôt ça, si je veux que ça fasse 0, il faudrait que D soit égal à 6 septièmes. Et donc c'est terminé, j'ai ma matrice, hein, donc le D 6 septièmes, vous pourrez vérifier que ça marche ici. Je pense que ça doit être bon, 6 fois 2, 12, 12, donc moins 12, moins 2, ça fait moins 14, moins 14 sur 7, ça fait bien moins 2. Donc je vous conseille de vérifier que les solutions que j'ai, c'est bien les bonnes. Hein, je vous laisse le faire. Donc là, je l'ai fait vite fait à l'oral, mais je vous conseille de le faire pour vérifier par vous-même. Et donc, la matrice associée à notre transformation est la suivante. Donc la matrice serait donc A 1 septième, moins 3 septièmes, moins 2 septièmes, 6 septièmes. Hop. Très bien, et puis on va maintenant vérifier sur GeoGebra que ça fait bien le job qu'on veut. Donc je vais prendre un vecteur ou un point. Donc en fait, prendre un vecteur ou un point, quand on le recentre à l'origine, ça fait pareil, c'est la même chose. Là, je vais prendre un vecteur. Prenons le vecteur 5, 3. Donc, je prends le vecteur suivant. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je prends ce vecteur-là. Et puis je calcule T de U. Alors T de U, ça va me faire quoi? Ça va me faire 5 septièmes moins 9 septièmes. Donc 5 septièmes moins 9 septièmes, pardon. 5 septièmes moins 9 septièmes, ça fait moins 4 septièmes. Et si je fais... Pardon, si je fais... donc là je vais avoir moins 10 plus 18, ça fait 8 septièmes. Donc voilà l'image du vecteur U, et maintenant on va le vérifier par GeoGebra que ça marche bien. Ok. Donc je vais repartir sur GeoGebra. Oups, j'ai oublié de changer les écrans. En espérant que ça ira. Très bien. Alors, donc GeoGebra, très bien. Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc je vais peut-être refaire un nouveau, c'est pas grave. On va sauvegarder. Alors, donc ce que j'ai dit, c'est que je veux maintenant mettre ma matrice. Donc je vais mettre ma matrice M égale, hop, donc là, la matrice qu'on vient d'obtenir, 1 septième moins 3 septièmes moins 2 septièmes 6 septièmes. Voilà, j'ai ma matrice, très bien.
Et puis, je vais dessiner mes droites, juste pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc si je trace les deux droites que j'avais voulu, la droite D, c'était y égale... ah, j'ai effacé. Ça, c'est bête. Faut que je me souvienne maintenant. Donc, je crois que j'avais dit y égale 2x. Ou quelque chose comme ça. Ou peut-être 2x. Peut-être que j'ai fait ça. Je vais l'écrire comme ça. 2x plus... Je vérifie par rapport au résultat. 2x plus y, ouais. Donc j'ai 2x plus y égale 0. Et puis, je crois que l'autre droite, c'était 3y moins x ou x moins 3y, c'est pareil, égale 0. Ok, donc voilà, je viens de tracer mes deux droites par rapport auxquelles je voulais faire ma projection. Et donc, bon, bah maintenant, je vais faire l'image du point que je voulais, ou du vecteur que je voulais, donc 5, 3. Donc, j'ai placé le point 5, 3. Alors, évidemment, ça va pas bien se passer si je fais ça. Voilà. Donc, le point 5, 3, il est là. Et donc, son image, donc si je fais appliquer, je vais faire directement appliquer matrice M sur le point A. Vous voyez, je suis sur le point ici, et donc on peut remarquer qu'en effet, la droite que je viens d'obtenir, donc si je fais, pour bien le mettre en avant, je fais une parallèle, c'est bien la projection du point A, d'accord? Donc du point A, sur la droite d'équation EC1, donc EC1 c'était 2x plus y égale 0, parallèlement à la droite 3y moins x égale 0. Et on peut vérifier maintenant que le A' que nous avons correspond bien à ce vecteur-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste calculer moins 4 septièmes. Donc si je fais moins 4 sur 7, ben on retrouve 0,57. Et si je fais 8 septièmes, on trouve 1,14, qui sont donc bien les coordonnées du point qu'on a obtenu en image. Voilà pour ce qui est des projections. J'espère avoir été assez clair. Je vois que ça fait déjà une petite heure, donc je pense qu'on va arrêter cette première partie de cours ici. Et donc on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie du cours, en parlant maintenant d'autres transformations. Donc je pense qu'en effet ce cours 10 va prendre, va être pris par tout ce que je veux dire sur les transformations dans le plan. Donc voilà, bah, pour ce cours 10, ça sera ça. Et le cours 11, on parlera certainement, c'est à ce moment-là qu'on parlera de transformation dans l'espace. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, je l'avais déjà dit, le cours trou, il fallait qu'il soit rempli. Donc je me doutais qu'il serait rempli par un des cours qui allait suivre. Et donc voilà, par quel cours il va être suivi. À savoir que les transformations dans l'espace, en fait, ça va bien me prendre qu'un seul cours et pas plus. Parce que, en fait, tout ce que je suis en train de dire là, va plus ou moins se retranscrire dans l'espace. Alors certes, il va y avoir des petites différences, parce que dans l'espace, il y a plus de choses à dire que dans le plan, mais globalement, il va se passer le même genre de choses. Ok, donc c'est pour ça que ça va vraiment pas prendre plus qu'un cours. Et puis après, bah, on verra comment je vais agencer les autres cours, de façon à être certain que que vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir faire les exercices du devoir. Donc quitte à fusionner certains cours que je ne pensais pas forcément fusionner au départ, bah, je le ferai, et puis voilà, ça permettra à tout le monde d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, sur ce, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du cours 10.